Par ailleurs, c'est vrai que ça me permet aussi d'aborder un autre point, qui à mon avis est un avantage dans ce dossier pour pas mal de monde, enfin un avantage, un argument supplémentaire, qui est de dire, bah finalement, il y a, ok, t'es bien gentil, tu nous parles de, je sais pas moi, de joueurs du top 10, top 15, Kevin Durant, Tatum ou des mecs comme ça. Bon déjà, ils sont pas disponibles, donc pote ton camembert. Et puis deuxièmement, bah ils sont pas meneurs, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu le rêve depuis 2 ans, depuis 2 longues années, depuis que Wemby est en NBA. On a déjà vu passer des tonnes et des tonnes de rumeurs, et à mon avis, elles sortent pas de nulle part. C'est un peu en mode, bon ben voilà, on a Wemby qui est en intérieur, pour l'optimiser pleinement, il faut un meneur. Voilà, c'est un peu l'idée. Il faut un meneur de jeu. On a eu la piste Trae Young l'an passé, quand les Hawks étaient un peu mauvais, qui est revenu pas mal de fois. Finalement, on a vu que, bah non, finalement, les Hawks, ils le gardent, hein, bien sûr. Et puis là, donc on a eu De'Aaron Fox. Il y a un peu cette idée que, bah oui, il faut un peu chercher à avoir le meneur, quoi. D'ailleurs, l'été dernier, ils sont allés chercher Chris Paul, même s'il a 40 ans. Et oui, sur certaines actions, on voit que bah c'est cool, quoi, d'avoir un mec qui, au moins, sait faire la passe de alley-oop pour Wemby. Alors, c'est aussi rigolo, parfois, quand c'est des joueurs qui savent pas faire la passe, parce que ça fait des alley-oop encore plus spectaculaires que Wemby rattrape. Mais voilà, c'est vrai que il y a cette idée que Wemby est un intérieur, et il lui faut un meneur à côté. Et donc, notamment, bah, t'es gentil avec tes top 15, mais combien il y a de meneurs là-dedans, de vrais meneurs? En l'occurrence, tu peux juste aller prendre Fox parce qu'en fait, c'est un meneur. Et que t'as besoin d'un meneur. Moi, c'est vrai que là aussi, c'est un aspect sur lequel je suis en désaccord. En fait, je pense pas qu'il y ait nécessairement besoin d'un meneur, surtout dans la NBA d'aujourd'hui. Au passage, voilà, on n'est pas en 2005 avec le coach qui est au bord du terrain et qui annonce chaque système, à chaque remontée de balle, un meneur gestionnaire qui est obligé de tout organiser ça. On n'est pas non plus dans les années 90 ou 2000, pareil, où tu as besoin d'avoir un meneur un peu à l'ancienne, le gestionnaire qui doit remonter la balle, annoncer le système, ou alors alimenter le jeu au poste bas. Enfin voilà, ça aussi, c'est un peu l'évolution du jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir un meneur. On est plutôt dans une NBA où tu as besoin d'avoir des créateurs. Voilà, des créateurs de décalage. Or, Wembanyama, t'as même pas besoin de l'alimenter au poste bas. C'est vrai que ça a pu être la problématique de pas mal d'équipes, hein, et de pas mal de joueurs. On pense à Shaquille O'Neal, où il fallait quelqu'un qui lui donne la balle au poste bas, et une fois qu'il l'avait, c'était dévastateur, mais il fallait lui donner, donc il fallait des gens capables de lui donner la balle. Et un autre exemple, qui est encore plus frappant, peut-être, c'est celui de Yao Ming. Yao Ming avait des chiffres d'efficacité, de productivité au poste bas qui étaient démentiels. Sauf que le problème, et Daryl Morey l'explique bien, le GM des Rockets à l'époque, il explique bien, il dit, mais le problème, c'est que les mecs, personne n'avait un défenseur aussi grand, aussi long, pour le défendre en 1 contre 1. Par contre, ce que faisaient les équipes, c'est qu'elles faisaient ce qu'on appelle front. Elles se mettaient devant, un plus petit qui se mettait devant, et puis une prise à 2 derrière en sandwich. Et grosso modo, en fait, on a le meilleur joueur de post-up au monde, mais on est incapable de lui donner la balle, quoi. Donc oui, à une époque, ce besoin de meneur était primordial, pour différentes raisons. Le côté gestionnaire, le côté post-bas, la post-entry pass, comme on l'appelle, etc., etc. Aujourd'hui, non, en fait. Aujourd'hui, non, ça ne marche pas comme ça. Les attaques ne sont plus organisées comme ça. Vous pouvez le regretter, hein, d'ailleurs. On peut tous le regretter, mais c'est pas une question de goût, là. Pour le coup, c'est juste un état de fait de ça a changé. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a changé. Dans la NBA d'aujourd'hui, c'est du free flow, c'est beaucoup plus de bonne lecture, et finalement aussi, plus que ce côté free flow, 3 points, rythme, et ce côté aussi caricature de... Il n'y a pas de système. Il y a des systèmes, hein, soyez rassurés. Mais c'est surtout l'aspect de, en fait, tout le monde est porteur de balle, tout le monde est passeur, aussi parce qu'il y a plein de spacing maintenant. Donc avec tout ce spacing, plus de monde sont capables de réaliser des passes et des lectures parce qu'il y a plus d'espace, il y a plus de temps, il y a plus de... Voilà, c'est plus facile. Et aujourd'hui, en fait, t'as pas besoin d'un meneur, t'as besoin d'un créateur de décalage. En l'occurrence, par exemple, à Boston, ok, ils avaient Marcus Smart, mais Marcus Smart, à l'époque, c'était pas un vrai meneur, Marcus Smart. Smart, c'était pas le gestionnaire à l'ancienne, c'était même pas lui qui touchait le plus de ballons, etc. Tes créateurs, c'était Tatum et Brown. Et puis ensuite, Derrick White est arrivé. White, c'est un peu pareil. On va pas dire que Derrick White, c'est le meneur attitré de l'équipe. White pourrait totalement jouer, entre guillemets, poste 2 dans une autre équipe. Il n'y a pas de problème. Des exemples comme ça, on peut en trouver des tonnes, hein, pour le coup. La NBA marche plus comme ça. Elle marche plus avec le coach qui annonce son système. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que t'as pas nécessairement besoin d'avoir un meneur. C'est-à-dire que Wembanyama peut être un des 2 créateurs principaux de ton attaque. Et en réalité, tu peux aussi avoir un deuxième, mais pas forcément depuis, entre guillemets, la position de meneur. Tu peux très bien avoir une équipe, une attaque totalement viable avec, par exemple, encore une fois, c'est pas des pistes réalistes, hein, je parle en termes de profil, Tatum et Wembanyama,
je pense que l'équipe va bien tourner. Et voilà. Et oui, pardon, pourquoi est-ce que je parlais du post-up et le fait que Yao Ming, t'avais besoin de. Tu pouvais le freiner parce que et l'empêcher d'avoir la balle. Wembanyama, c'est pas ça aujourd'hui. Wembanyama, Jokic, des mecs comme ça, en fait, eux, ils remontent la balle eux-mêmes, balle en main, s'il faut. Donc, le côté faire la prise à dos, le front, the post, au poste bas, le privé du ballon, ça ne peut plus exister, en fait. Mais si tu le fais, tu peux le faire sur une possession, et puis la possession d'après, bah, Wemby remonte, il prend la balle dans le périmètre, et il va lui-même s'installer au poste bas, comme le fait Jokic, où il peut lui-même attaquer face au panier, etc. D'ailleurs, il y a aussi un aspect qui est un peu sous-estimé, mais là où je trouve que Wembanyama est le meilleur, c'est peut-être même pas forcément au poste bas, où c'est pas mal, mais c'est pas non plus encore le meilleur de NBA ou quoi que ce soit, mais c'est les pick and roll inversés. Ou plutôt les pick and roll, lui en tant que porteur de balle. Et on appelle ça inversé parce que c'est le grand qui, plutôt que poser l'écran, a la balle, et c'est le petit qui, plutôt qu'avoir la balle, pose l'écran. Donc c'est l'inverse de d'habitude. Et voilà, ça c'est clairement la meilleure arme du répertoire de Wemby, à mon sens. C'est là où il est le plus dangereux, parce qu'il y a la menace de son scoring, donc cette année il attire beaucoup les défenseurs à lui, que ce soit sur le jump shot ou sur le drive, donc s'il y a deux sur lui, sur l'écran, ça fait que le poseur d'écran qui est un petit, il est libre d'aller au panier, de rouler au panier, de faire le pick and pop, etc. Donc il y a cette option-là. Il y a le passing aussi de Wembanyama, qui est peut-être un des meilleurs passeurs intérieurs de NBA qu'on ait actuellement, surtout avec sa taille, où bah, c'est pareil, sur ces fameux pick and roll inversés, même si tu fais une prise à deux, le mec peut passer par-dessus la prise à deux comme si t'existais pas en fait. Hein. C'est littéralement, c'est presque même un peu vexant pour les défenseurs NBA, mais il a des angles de passe absolument dingues parce que taille et longueur de bras. Donc tu peux pas l'enfermer. Tu peux pas l'enfermer par-dessus, tu peux même pas l'enfermer par le côté. J'ai le souvenir d'une passe là contre les Clippers il y a quelques jours où Nico Batum essaie de faire une prise à deux un peu surprise après un switch. Il fait une prise à deux en venant depuis l'angle mort de Wemby. Wemby le voit au dernier moment et en fait avec ses très longs bras, il passe autour de Nico Batum pour glisser une passe à terre vers l'attaquant qui a été abandonné, qui faisait un cut dans le dos de Batum, quoi. Voilà, c'est un mec que tu ne peux pas blitzer, c'est un mec que tu ne peux pas faire des prises à deux, ou alors il faut vraiment une défense complexe derrière pour faire prise à deux, plus défendre l'option la plus proche et complexifier le niveau de lecture que Wembanyama doit faire. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à long terme, et même à terme, pour moi, Wemby doit avoir beaucoup de ce genre de ballon. Au poste bas, au poste haut, face au panier pour scorer ou pour distribuer, des pick and roll inversés, et en effet, parfois des pick and roll en tant que poseur d'écran. Mais là encore, qui dit que sur un pick and roll où lui est poseur d'écran, qui dit que Wemby doit être associé à un meneur? Je veux dire, la NBA d'aujourd'hui, on le voit bien, c'est pas que les meneurs qui jouent des pick and roll. D'ailleurs, je viens exactement de décrire le fait que Wemby, lui-même en tant que pivot, le plus grand pivot de NBA, joue des pick and roll en tant que porteur de balle. Donc oui, il y a un peu cet aspect de dire ah ouais, mais ce serait quand même sympa un meneur pour alimenter Wemby sur les pick and roll. Certes, mais pourquoi un poste 2, un poste 3, un poste entre guillemets 4 pourrait pas le faire non plus en fait. En fait, t'as pas besoin d'avoir un meneur, t'as besoin d'avoir un passeur. T'as besoin d'avoir un mec capable de faire ce genre de lecture et de passe. Mais en soi, on dit meneur, mais parce que historiquement, ce sont eux qui ont ce genre de qualité. Mais depuis 10 ans, ça a évolué. Maintenant, tout le monde peut faire des pick and roll. Tout le monde. Et notamment, je pense que vous regardez un peu la liste des top 10, top 15, top 20 joueurs NBA, mais tout le monde fait des pick and roll en fait. Tout le monde. Même Giannis, depuis son poste 4 d'intérieur, il en fait. Nikola Jokic aussi, évidemment. Bon, Luka Doncic, oui. Mais pareil, Luka Doncic, on appelle ça un meneur ou pas? Enfin, je sais pas. On s'en fiche un peu des positions, quoi, au final. Bon, LGA, ok, c'est un meneur si vous voulez. Embiid, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Tatum, LeBron James, Kevin Durant, Devin Booker, Butler aussi. Bon, bref. Enfin, Anthony Edwards, on peut continuer, hein, pardon, je vexe personne, aucune fanbase, hein, mais même à OKC, vous prenez Jalen Williams, pareil. En fait, tout le monde fait des pick and roll maintenant. Ingram, Siakam, je descends dans la liste, hein, je prends pas que les top 20, mais en fait, tout le monde aujourd'hui. Il y a plus, en fait, on a aussi cassé les barrières des postes. Et je pense que l'exemple de Wembanyama va peut-être aussi servir à ça, de montrer à quel point, en fait, on peut s'affranchir totalement de ce genre de notions. Et en fait, ce que tu as besoin, c'est pas d'un meneur. C'est de quelqu'un qui puisse faire des bonnes passes sur pick and roll. Et c'est vrai que historiquement, c'était des meneurs, mais aujourd'hui, ça peut être tout le monde. Et pourquoi je dis ça aussi? Pourquoi je dis ça? C'est que... Alors attention, avant de m'insulter, s'il vous plaît. Avant de m'insulter. Finalement, Stephen Castle pourrait totalement être le Mario Chalmers de San Antonio. Bon,
je fais un peu exprès d'exagérer pour que vous compreniez un peu l'idée et puis pour me marrer aussi, mais il y a un peu cet aspect où, en fait, non, la création peut venir de n'importe où, et presque, en fait, les postes, entre guillemets les postes, même si ça veut plus rien dire, mais aujourd'hui, ça compte un peu juste en défense. Mais en fait, tu peux très bien avoir ta création qui émane depuis Wemby poste 5 et puis un poste 3, Tatum ou Durant ou n'importe. Et puis donc à côté, les petits qui vont être alignés sur le terrain, bah, ça va être Devin Vassell, un shooter, et puis un mec un peu de distance, etc. Ou alors Stephen Castle. Mais tu peux très bien donc avoir ta création principale qui vient de Wemby et de Durant. Partons là-dessus en disant n'importe quoi. Juste pour l'exemple de la théorie des profils. Et donc à côté de joueurs poste 1 et 2 plus petits, mais juste là pour mettre des tirs ou pour créer occasionnellement. Et par contre, qui, de l'autre côté, défensivement, bah, c'est eux qui prennent les meneurs adverses, au final. Ou alors tu joues un peu avec les match-ups en plus. C'est pas, les match-ups en NBA sont de moins en moins fixes. Donc en fait, même si Stephen Castle ne devient pas un créateur d'attaque, un passeur de premier ordre, en fait, on s'en fiche. Parce qu'il existe aussi un modèle d'équipe où t'as pas besoin ni de De'Aaron Fox, ni de Trae Young, ni de Garland, ni de personne. Juste, si tu mets Tatum à côté de Wemby, bah, t'as tes deux créateurs principaux. Tu complètes le 5 avec Vassell, qui est peut-être le plus petit, et puis Stephen Castle. Et puis, ça fonctionne très bien, en fait. Et défensivement, bah, Tatum, il prend les postes 3, et puis Stephen Castle et Vassell, ils prennent les postes 1 et 2. Donc c'est aussi pour ça que je parle de Chalmers, évidemment en exagérant, mais parce que, en fait, ce modèle-là, mais c'est exactement ce qu'on a eu à Miami il y a 15 ans, en fait. C'est-à-dire que le Miami Heat, en fait, toute la carrière de LeBron, voilà, toute la carrière de LeBron, mais donc y compris Miami, en 2010, on se posait encore la question de ça. On disait, qui va jouer meneur? Est-ce que LeBron, c'est un meneur ou pas? On s'en fiche, en fait. On s'en fiche. LeBron, c'est lui qui avait la balle tout le temps, c'est lui qui créait balle en main, c'est lui qui avait les pick and roll, et donc, vu que c'est lui qui avait la création, en poste 1, entre guillemets poste 1, t'avais pas besoin d'un meneur de gestion, de création, bah tu mettais un 3&D. Tu mettais Mario Chalmers. Ça coûtait moins cher que d'aller chercher un meneur créateur. Ça fitait peut-être un peu mieux, parce que shoot et défense, donc c'était cool. Et voilà. Et la création venait d'ailleurs. Et donc je pense qu'en un sens, le modèle à suivre, il peut être celui-ci. Il peut être Wemby, plus un autre poste 3 star. Voilà. La création, c'est ces deux-là. Et de l'autre côté, Stephen Castle, qui en plus, encore une fois, parenthèse, mais lui-même a quand même beaucoup de passing. Hein. C'est quand même un passeur que je trouve extrêmement intéressant, mais il aura peut-être jamais le scoring pour complémenter ça. Tu peux avoir un Stephen Castle, entre guillemets, un espèce de Mario Chalmers plus, quoi. Juste, t'es le poste 1, surtout défensivement. T'es créateur un peu régulier, occasionnel, mais voilà, et pas plus. Et t'as pas besoin nécessairement d'aller chercher un triangle. Et même plus que ça. Je pense que De'Aaron Fox, c'est pas mal défensivement. Je pense que ça peut être très très fort même. Mais par exemple, le fait d'avoir cet avantage que la création peut venir de n'importe où, ça peut te conférer un immense avantage structurel et même concurrentiel, qui est que t'as pas besoin de te taper un tout petit joueur dans l'effectif et dans le 5, dans la rotation principale. Parce que oui, hein, on rêve tous d'avoir un passeur de type Darius Garland dans le 5 de départ avec Wemby. Bon, si tu le fais, il faut aussi assumer d'avoir Garland en défense, ce qui n'est pas non plus scandaleux ou catastrophique. Mais ça reste un petit qui va te cibler. Pareil pour Trae Young, ou pareil pour des mecs comme ça. Alors que là, en fait, si tu t'affranchis un peu de ça, et tu dis, non, ma création, ça va être Wemby. Voilà, 35% d'usage, Wemby, donc un volume de responsabilité de superstar, Wemby. Et à côté, pareil, un poste 3, superstar, top 10 NBA que tu seras allé chercher. Voilà, la création, c'est eux. T'as même pas besoin d'aller chercher un meneur, entre guillemets, passeur-créateur. Tu mets Stephen Castle en poste 1, entre guillemets poste 1, encore une fois, et puis t'as ton équipe qui est encore plus viable défensivement. Donc, avantage structurel. Voilà. Et bref, tout ça pour boucler la boucle, tout ça pour dire qu'en fait, De'Aaron Fox, c'est très bien. En effet, actuellement, il va beaucoup aider, et c'est tant mieux. Il y a aussi le fait que on va tester, on va voir hein, sur quelques mois, et puis sur 1 an et demi, presque 2 ans. Voyons ce qu'il vaut. Est-ce qu'on peut faire un step-up? Est-ce que le fit marche bien? Est-ce que la création de décalage est géniale? Mais c'est vrai que, en fait, tu n'as pas besoin, absolument, d'avoir un meneur. C'est un peu l'idée principale, même que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que tu peux construire ton équipe un peu différemment. Et en réalité, l'autre avantage, c'est aussi que si tu admets que, non, j'ai pas besoin d'un meneur, forcément, l'objectif d'associer Wemby avec un autre top 10, 15, 20 NBA, finalement, tu ouvres le champ des possibles beaucoup plus.
Si tu admets que ta création ça peut être depuis Wemby et depuis un ailier star, et que t'as pas besoin d'un meneur, tu t'affranchis un peu de ça, bah finalement, ton top 20, tu peux aller le piocher à peu près dans n'importe quelle position. Tu n'as plus ce requis de dire « Ah non, il me faut un meneur. Et donc, il me faut soit Trae Young, soit Lillard, et puis c'est tout, parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont dans le top 20. » Vous voyez un peu l'idée. Encore une fois, pardonnez les imprécisions, parce que je parle un peu en mode improvisation, mais c'est juste pour l'idée. Ne prenez pas au pied de la lettre les exemples que je donne, mais voilà, t'as un peu ce truc aussi de, si t'es en mode « Non, il me faut un meneur », bah, et ton meneur, ton mec qui va te coûter 50 millions l'année, qui va être ton deuxième méga contrat, il faut que ça soit un meneur, bah, c'est quand même beaucoup plus réduit, le choix. C'est-à-dire que dans le top 20, il va peut-être y avoir 2, 3, 4 meneurs, donc ça fait un choix réduit, et c'est pas sûr que tu les aies, et c'est pas sûr que les franchises soient vendeuses, etc. Alors que si tu te dis, bah non, juste en meneur, entre guillemets meneur, ça va juste être un meneur défenseur à la Stephen Castle, même si, encore une fois, Castle peut être plus que ça, mais ça va être Castle qui va assurer la défense, et puis on va chercher de la création ailleurs, bah tu ne choisis plus dans le top 20 qu'à partir de 3-4 options, tu choisis à partir de 20. Donc, voilà, je voulais passer un peu de temps là-dessus, pardon si j'ai été trop long, je m'en excuse, c'est mon gros défaut. Mais vu qu'on parle de Wemby et que c'est toujours hyper intéressant, je pense qu'il faut aussi imaginer les choses un peu différemment. Oui, c'est plus fréquent de trouver des passeurs de génie sur le poste 1, en effet, mais pas que. Voilà, vous prenez Doncic, par exemple, hein, si vous prenez Doncic, bah, dans l'âme, c'est un meneur. Défensivement, c'est pas un meneur. Défensivement, il joue toujours à côté de mecs plus petits qui prennent eux-mêmes des gens plus petits à côté. LeBron, c'était pareil, ou des trucs comme ça. Et tu peux aussi, d'ailleurs, t'as pas forcément... Voilà, Castle, pour le coup, je peux en dire 2 mots. Moi, je suis très, 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 très fan de son passing. Il y a des lectures et des flashs de lecture avancée, de passes assez spectaculaires. Donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel là-dedans. Donc lui, on pourrait se dire, voilà, si tu as envie d'avoir un partenaire de pick and roll pour lancer sur orbite Wembanyama, la meilleure menace de alley-oop de l'histoire, sans doute, bah, tu auras Castle. Et c'est pas grave si à côté, tu as juste, entre guillemets, un profil à la Tatum, par exemple, qui est un peu passeur, mais pas des tonnes, ou un profil à la Durant qui va juste faire ses sorties d'écran, isolation, et mettre ses 40 points par match avec une efficacité de plus 1% par rapport à la moyenne. Donc voilà, ça peut aussi s'imaginer. Et donc, de ce fait, avec un peu ces nouveaux paramètres en tête, peut-être, je ne sais pas, et cette possibilité de construire autrement que par le classique, il faut un meneur à côté de Wembanyama, au choix d'Aaron Fox, ou prendre Kevin Durant. Vous préférez prendre De'Aaron Fox ou Jason Tatum? Vous préférez prendre De'Aaron Fox ou Kawhi Leonard? Bon, c'est marrant parce que Leonard, il vient des Spurs, je suis pas sûr qu'il va y revenir, mais vous voyez un peu dans l'idée, quoi. Vous préférez De'Aaron Fox ou Giannis Antetokounmpo, par exemple? Vous voyez que d'un coup, quand on s'affranchit un peu de ce côté, il y a besoin absolument d'un meneur. Moi, je pense qu'il y a moyen de construire des équipes non seulement très sympathiques, mais surtout avec des options et des joueurs peut-être un peu meilleurs que quand on se restreint à « non, il faut un meneur ». Et le raisonnement là que je fais actuellement avec De'Aaron Fox, vous pouvez me trouver dur avec De'Aaron Fox, pour moi, c'était déjà la même chose de l'an passé quand on parlait de Trae Young. C'est-à-dire que oui, ce serait génial d'avoir la créativité et le passing d'un Trae Young à côté de Wemby. Cela dit, moi, ça m'embête un peu parce que ça compromet aussi un peu la défense, quoi. Et qu'en fait, c'est ça aussi la beauté du profil de Wemby, c'est qu'il y a cet avantage que c'est un défenseur d'élite, mais qui peut être un créateur à très haut volume. Il peut être un créateur qui a le même nombre de responsabilités, de ballons et de charges de création pure que d'autres stars, que d'autres postes, que des ailiers, que des meneurs, que des arrières, n'importe quoi. Mais donc en fait, si ta création peut émaner de Wemby, en fait, t'as pas besoin de compromettre la défense. C'est presque un avantage structurel, encore une fois. C'est, finalement, tu peux juste te permettre de mettre en poste 1, poste 2, des bons défenseurs. En tout cas, pas des mauvais défenseurs. T'as pas besoin de compromettre la défense sur un profil de petit meneur. C'est presque même, encore une fois, mais tout l'avantage de Wemby, qui est capable d'avoir, à terme, 30, 35, 40% d'usage, de scorer 30 points par match, de créer 50% sur les possessions où il est sur le terrain, etc., etc. En fait, vu qu'il peut faire ça, tu n'as pas besoin d'aller chercher un meneur qui, souvent, va être un peu déficitaire au niveau de la défense. Donc voilà un peu mon plaidoyer pour du long terme. Le truc aussi, c'est que... Bon, c'est pas pour être méchant, mais je veux dire, on en connaît 2-3 cas où, finalement, le mariage a été prononcé tôt, très tôt.
Et moi, je trouve parfois un peu trop tôt. Notamment, moi, je suis désolé, hein, mais quand je vois que le prime de Nikola Jokic va être passé à être coaché par Mike Malone, qui est bien, mais pas élite, qui est même très bien, mais pas le meilleur coach de NBA, et notamment aussi en compagnie de Jamal Murray, ma foi, qui est sympathique, mais on pourrait faire tellement mieux, c'est une immense frustration. C'est une immense frustration. Et on peut dire, ah oui, mais ça a marché, ils ont un titre. Oui, mais là encore, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut réfléchir. Certes, il y a un titre avec Jokic et Murray. Mais en fait, peut-être qu'avec un meilleur que Jamal Murray, en fait, sur 5 ans, il n'y aurait pas un titre. Il y en aurait peut-être 2, 3, ou 4. Ou 8, hein, carrément, soyons fous. Mais non, mais vous voyez un peu l'idée. Le titre ne valide pas tout. Parce qu'il faut aussi évaluer ce qui n'a pas été et ce qui aurait pu être. Et ce qui aurait pu être, c'est peut-être que avec quelqu'un d'autre que Jamal Murray, bah, peut-être qu'en fait, il n'y aurait pas un titre, il y en aurait eu plus, quoi. Et peut-être que ça aurait fait beaucoup mieux. Et c'est vrai que moi, avec Jokic, j'ai vraiment cette frustration. J'ai cette frustration de, bah, c'est pas mal, c'est cool, oui, il y a un côté automatisme, et n'importe qui ne pourrait pas débarquer et en un mois avoir le même degré d'automatisme. Après, tâchons aussi de ne pas trop en faire sur ce côté automatisme. Je veux dire, c'est pas un truc inné, hein. Jamal Murray, il n'est pas né avec, hein. Il a appris. Je veux dire, si tu vas chercher un mec, un porteur de balle de meilleure qualité et qui s'est un peu bougé off-ball ou ce genre de choses, bon, ça va, au bout d'un moment, il va l'apprendre à jouer à côté de Jokic. Et puis, je crois que je suis presque prêt à m'asseoir sur le côté automatisme, si ça me permet d'avoir un mec meilleur, en fait. Hein. Je veux dire, je pense que, par exemple, hein, je préfère me séparer de Jamal Murray, même s'il y a beaucoup plus d'automatisme avec Jokic, si c'est pour avoir un Stephen Curry, bien meilleur, même s'il n'a pas le même historique et la même connexion avec Jokic, quoi. Et je parle de ça parce que Jokic, c'est frustrant pour moi. Il y a d'autres exemples, hein, mais notamment pour moi actuellement, c'est le plus parlant, peut-être. Et j'ai pas envie que Wembanyama soit pareil, quoi. J'ai pas envie qu'il y ait un peu ce côté ah bah tiens, on se marie avec le premier venu, quoi. Encore une fois, j'exagère, mais je pense que tu peux prétendre à beaucoup plus, en fait. Il y a beaucoup mieux. Et c'est pas parce que, bah tiens, là, la première star, pas superstar, hein, la première star sur le marché de à peu près niveau top 30, top 40 NBA qui est disponible, c'est De'Aaron Fox, et donc prenons-le. Et puis, bon, bah, vu que t'es là en premier, vu que t'es avec nous, bah ok, viens, on te prolonge, et puis voilà, on fait 10 ans ensemble, quoi. Et puis le prime, il passe, et finalement, en un sens, tu sous-performes un peu, quoi. Vous me trouvez peut-être un peu sévère, et allez-y, insultez-moi, hein, peut-être. Mais ouais, non, j'ai pas envie que ça arrive, quoi. J'ai pas envie du tout que ça arrive. Et avant de dire que je suis très méchant envers De'Aaron Fox, posez-vous aussi la question, vous, est-ce que, en tant que fan de Wemby ou des Spurs, est-ce que vous préférez De'Aaron Fox ou est-ce que vous préférez Luka Doncic ou Tatum ou Kawhi, enfin Kawhi de 25 ans, un truc comme ça, mais ou SGA ou n'importe. Bon, bah si vous répondez pas De'Aaron Fox, en fait vous êtes dans le même bateau que moi. Voilà, très, très simplement. Si, quand je vous propose De'Aaron Fox ou bien une méga star du top 5, top 10 NBA, et que vous préférez la star du top 10 que je vous propose, vous êtes aussi méchant que moi envers De'Aaron Fox. Voilà, c'est un peu l'idée. Et bon, pardon, j'ai pas explicité non plus, même si ça semble assez de plus en plus évident peut-être avec le paysage salarial, le nouveau CBA. Donc le nouvel accord, CBA, c'est l'accord entre les propriétaires et le syndicat des joueurs qui forment les règles de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas en termes de salaire, de construction d'équipe, etc. Bon, avec le nouveau CBA, notamment l'exemple de Phoenix, on a bien compris que, en réalité, pour construire une équipe compétitive, 2 méga salaires, ça va. Mais tu peux pas faire plus. Donc notamment, quand tu passes à 3 méga salaires, donc 3 joueurs à 30, pas 30 c'est encore, c'est un max de contrat rookie, mais 3 joueurs à 40-50 millions, en fait, il y a trop d'argent qui est alloué à trop peu de joueurs. Donc, ok, tu as 3 stars, mais il n'y a pas assez d'argent que tu vas être capable, que tu vas pouvoir, allouer à construire la densité et la profondeur de l'effectif qui, finalement, est sans doute une partie aussi importante, voire plus importante que tes stars. J'exagère un peu, peut-être, mais c'est pour faire passer l'idée. Donc, pourquoi est-ce que je reprécise ça ici et maintenant ? C'est aussi pour dire que, voilà, De'Aaron Fox, il a déjà signé son contrat post-contrat rookie, donc il est déjà sur son 2e contrat. Il sera free agent en 2026. Bah, si tu le gardes, t'es à 50 millions. Si tu le gardes, si tu veux le prolonger pour... Allez, c'est toi le lieutenant, bah, tu vas être à 50 millions l'année.
ou peut-être même plus hein, d'ailleurs, parce que le cap pourrait encore augmenter avec les années, avec le nouveau contrat TV qui va rentrer en compte, etc. Mais je veux dire, ce sera ton deuxième méga contrat. Alors la chance que tu as, c'est que Wemby, il y aura aussi un gros contrat, mais pas encore un super max, c'est pas encore un 50 millions l'année actuel. Il sera autour des 35-40, je crois, vu que ce sera son deuxième contrat. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que on a bien compris que dans le CBA actuel, qui est très très punitif pour des équipes qui dépassent le salary cap, et en fait tu peux pas faire de move, tu peux pas faire de trade en encaissant plus de salaire que tu en envoies toi, donc c'est très très compliqué. Si tu dépasses trop, tu peux pas faire des packages de joueurs, tu auras même des punitions à long terme, tu n'auras pas ton choix de draft si pendant 3 ans tu restes au-dessus du second apron, etc., etc. En fait, il y a ça aussi, il y a ce truc de base de une équipe viable et fonctionnelle, ce sera 2 stars, 2 méga contrats, et pas plus. Tu peux pas faire plus. On l'a bien compris. Or, si ces 2 contrats, c'est Wemby et De'Aaron Fox, j'avoue que ça me dérange un peu. Parce que pour moi, Wemby et De'Aaron Fox, en tant que les 2 gros contrats, les 2 méga contrats de ton effectif, bah pardon, mais pour moi, c'est moins fort que Wemby et Devin Booker, Wemby et SGA, Wemby et Doncic, Wemby et Tatum, Wemby et je sais pas, et n'importe qui, quoi, vous avez compris. Et c'est pas être méchant envers Fox, hein, si vous avez le même raisonnement que moi, si vous aussi, vous trouvez que Wemby plus SGA, c'est une meilleure configuration d'équipe que Wemby plus Fox, bah vous êtes aussi méchant que moi, entre guillemets. C'est juste ça. Une équipe viable, c'est 2 méga max. Si le deuxième, c'est Fox, c'est bien, c'est pas parfait. Or, avec Wemby, tu peux prétendre à du parfait parce que tu auras plein de candidats. Free agent ou trade. Et quand en plus, tu rajoutes le fait que bah, finalement, dans la NBA d'aujourd'hui, et avec le profil un peu anomalie de Wemby, qui est un grand porteur de balle, comme Jokic et comme des mecs comme ça, quand tu rajoutes le fait que, bah non, tu n'as pas besoin d'un meneur un peu comme avant et à l'ancienne, tu peux totalement t'affranchir de ça et construire l'équipe différemment, c'est-à-dire sans aller chercher un meneur, mais un deuxième créateur offensif, un deuxième créateur de décalage, bah finalement, c'est aussi une autre manière de voir les choses et de se dire, bah ouais, tu peux aller chercher n'importe quel joueur du top 20 à mettre à côté de Wemby et pas nécessairement dire ah tiens, il nous faut un meneur pour que Wemby soit viable, il nous faut un meneur. Non, ce qu'il te faut, c'est un passeur. Et ce passeur peut être depuis n'importe où. Et puis même, oui, c'est gentil les alley-oops, enfin c'est très très bien. Bon, si vraiment, genre, on te propose Giannis Antetokounmpo pour être la deuxième star et que Giannis n'est pas parfait sur l'alley-oop, bon, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même plein d'autres bonus hyper intéressants. Et que, ok, tu perds un tout petit peu des paniers un peu en alley-oop de Wemby, un peu, hein, pas des tonnes, mais un peu, parce que il est tellement bon que même des mauvais passes, il va les faire. Tu perds un peu là-dessus, mais c'est pas grave, c'est pas le gros de son jeu. À terme, le gros de son jeu, ce sera de la création, en fait. Pas que de la finition. S'il y a de la finition, tant mieux, c'est facile. Mais je pense qu'à terme, le gros de son jeu, ce sera de la création. Donc, voilà, pour moi, cet argument du alley-oop, cet argument des passes, bon, certes, mais c'est pas primordial pour moi. Donc si on me propose Giannis, ou si on me propose, je sais pas moi, un Chet Holmgren superstar, ou des mecs comme ça, tu dis, ah mince, ouais, mais c'est pas un passeur parfaitement parfait, c'est pas comme Garland, c'est pas comme Chris Paul, et c'est pas comme peut-être un peu De'Aaron Fox. Bon, c'est pas grave, quoi, je m'assois dessus assez facilement. Donc voici un peu mon avis sur De'Aaron Fox, qui néanmoins est un joueur que je trouve intéressant. Mais comme dit, bon, déjà, il y a la question du spacing, mais il y a aussi la question de, en soi, est-ce que De'Aaron Fox est un assez bon joueur pour prétendre aux critères que tu as le droit d'avoir, des critères extrêmement hauts? Moi, je ne pense pas. Donc, à voir comment tout cela va se décanter. J'avoue que le fait qu'ils le prennent pour très peu cher, finalement, bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout parce que ça ne t'a rien coûté. Ça va te permettre d'être compétitif dès maintenant. Ça peut aussi permettre, ça aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que plus tu as une équipe et un contexte viable et compétitif, plus ça permet aussi le bon développement des jeunes aussi. Ça peut être paradoxal pour certains qui préféraient non, il vaut mieux une équipe nulle, comme ça tu donnes tous les ballons à tes jeunes et ils se développent. En fait, non. La compétence que peut apporter un De'Aaron Fox, le niveau de bon création, pas 20 sur 20, mais le niveau de 15, 16 sur 20 de création qu'apporte un De'Aaron Fox, qui va générer des tirs faciles, qui va générer des décalages, bah oui, ça crée un contexte favorable, un environnement favorable, et là-dedans, tes jeunes vont aussi pouvoir briller et avoir des bons tirs et donc se développer aussi. Donc ça compte. Et
Ce que je veux dire aussi, peut-être, je dis beaucoup de choses, hein, je suis tout seul, je parle tout seul, mais pardon. Ce que je veux dire aussi, c'est que pour l'instant, ça me dérange pas. Voilà, peut-être que c'est la meilleure formulation que je peux faire. C'est bien d'y penser après 2 heures de podcast. Bravo. Non, ce que je peux dire, c'est que ça me dérange pas pour l'instant. Ça me dérange pas pour l'instant. C'est même un bon move, voire même un très bon move pour l'instant. Ça me dérangera si les Spurs s'engagent un peu trop dans ce chemin-là, à moyen et à long terme. Voilà, c'était pas prévu, c'était pas écrit, ça pour le coup. J'y pense enfin maintenant à la fin que tout est bouclé, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est très très bien. Vraiment, vraiment très bien. Une opportunité, elle coûte rien, elle t'améliore très nettement. Tu la prends. Ce qui me dérange, c'est pas ça. Ce qui me dérangerait même, parlons au conditionnel, c'est si tu poursuis un peu trop sur cette piste, plutôt que de dire, attends, il y a peut-être d'autres pistes disponibles un peu meilleures.